Il y a longtemps en Afrique, régnait l'homme le plus riche de tous les temps, Mansa Musa, le roi des rois. Mon peuple, une bien triste vision m'est apparue. J'ai vu notre grand empire s'éteindre et disparaître. J'ai tout vu des épreuves terribles que notre continent allait devoir surmonter. Mais ne perdez pas espoir, car j'ai aussi vu nos fils et nos filles se relever. Oui, je les ai vus redevenir maîtres de leur destin. J'ai vu notre potentiel grandir et grandir. J'ai vu les yeux du monde se tourner vers nous. J'ai vu de grands penseurs, hommes et femmes, travailler main dans la main pour redonner à ce continent toute sa grandeur. Alors oui, réjouissez-vous, car le jour viendra où ce symbole s'élèvera dans les airs. Et ce jour-là sonnera le grand retour des Mansa. Mansa Bank, forgé par nos racines, tourné vers l'avenir. Bonsoir à tous, bienvenue à la Villa Mansa. Il règne ici une atmosphère de compétition paisible et intelligente. Merci de rester avec nous sur Live TV. La télé sans filtre aujourd'hui, c'est jour de challenge numéro 2. Nos candidats ont eu droit à une formation portant sur la conception d'une stratégie marketing et communication avec un expert choisi par notre cabinet d'experts. À l'issue de cette formation, nos candidats, nos jeunes Mansa, ont eu droit donc à une journée de préparation au pitch avec notre expert. Cette compétition s'appelle Un contre tous. Tous, c'est qui? Tous, ce sont les autres candidats non seulement, mais tous, ce sont les membres du jury. Le candidat devra en 3 minutes seulement défendre sa stratégie de marque devant ses amis compétiteurs et devant les membres du jury. Restez avec nous parce qu'à l'issue de cette compétition, 3 candidats quitteront la villa. Un contre tous, l'une des innovations qui vient pimenter cette saison. 3 minutes pour pitcher devant leurs adversaires, mais également devant nos pointilleux membres du jury. Regardez-les arriver, tels de bons élèves. J'espère qu'ils maîtrisent leur sujet, communication et marketing de leur marque. Bon, je laisse Eric les mettre dans le bain. Place au 1 contre tous. La préparation a été, comme d'habitude, suivre ce qu'on a reçu comme formation sur la stratégie marketing et adapter notre projet en fonction de ce qu'on a comme formation, ce qu'on a reçu. Et bon voilà, on va présenter au jury et ils décideront. Bonjour chers membres du jury, bonjour chers candidats. Je suis Soro Nazona Karim, je représente Innov Universe. Aujourd'hui je vais vous présenter la stratégie marketing mise en place pour pouvoir vendre nos produits et les rentabiliser. Alors, la taille du marché aujourd'hui des ordinateurs en Côte d'Ivoire représente près de 3 millions d'importations d'ordinateurs selon le site de la douane ici en Côte d'Ivoire. Et parmi ces 3 millions d'ordinateurs qui sont importés, nous avons décidé de nous démarquer en choisissant aujourd'hui notre cible qui est le milieu éducatif. Le milieu éducatif en Côte d'Ivoire représente environ 60% de ce marché que nous visons. Et ces 60% de marché est représenté par environ 1 800 000 ordinateurs qui est dédié spécialement à ces étudiants. Alors, le segment du marché aujourd'hui par lequel Innov Invest
décident de se spécialiser est l'autonomie de nos ordinateurs et la rapidité de ces machines que nous avons conçues. Le positionnement que nous avons sur le marché national concernant la vente des ordinateurs est que nous avons un certain nombre d'avantages mis sur nos ordinateurs que nous avons mis en avant pour pouvoir les écouler au niveau des différents établissements. Aujourd'hui, vous achetez un ordinateur, le principal est d'avoir un ordinateur efficace, rapide, avec une bonne autonomie. Nos produits ont des spécificités, outre ceux que je viens de citer. Nous avons une coque au motif africain qui est attrayant. Nous avons un système de traçabilité au cas où l'étudiant perd la machine. Et au-delà de ça, un système de rechargement via l'énergie solaire. Moi, j'ai une question. Ok. Quelle est la stratégie de financement que vous prévoyez? Vous savez que les étudiants ne sont pas riches. En tout cas, j'ai été étudiante, je n'étais pas riche. Effectivement. Et comment est-ce qu'un étudiant peut payer quelque chose à 200 000? Comment est-ce qu'il finance ça? Ok. La stratégie de financement aujourd'hui, c'est qu'on s'est rendu compte que dans toutes les écoles, que ce soit privé ou public, il est nécessaire pour un étudiant d'avoir un ordinateur. Outre les ordinateurs que nous vendons déjà, ils en achètent. Alors nous avons mis en place une stratégie pour pouvoir les faciliter. C'est de pouvoir payer par échelonnement. Ensuite, dès qu'ils soldent, on lui livre l'ordinateur. Et ça, pour vous, ça c'est une stratégie de financement? Pour nous, oui. Ok, pour moi, ce n'est pas une stratégie de financement. C'est un paiement échelonné. Okay. Ce que je vous recommanderais, c'est peut-être de faire des partenariats avec des organismes financiers, oui, afin de pouvoir développer une vraie stratégie financière et développer votre marché. Ok. Merci, madame. J'avoue que j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi ce sont exclusivement les étudiants que vous ciblez si votre ordinateur a la particularité d'avoir je dirais, cette innovation qui est incluse et tous ces facteurs. Merci pour la question. Alors, nous avons 3 segments. Outre les étudiants que nous avons ciblés, nous avons le marché du secteur public, qui est les institutions étatiques. Nous avons également le marché du secteur privé, qui est tout ce qui est société privée, société anonyme, que nous démarchons déjà, avec qui nous avons déjà certains contrats et certains bons de commande. Je vous recommande, quand vous présentez votre stratégie, de rouler toutes les cibles. Ah, ok, d'accord. En disant que, par exemple, pendant cette présentation, on va faire un focus sur les étudiants. Ok, ça marche, merci. Après le premier candidat, présentation mitigée, j'ai envie de dire. En tout cas, j'espère que les autres ont pris des notes des observations des jurys. Allez, au prochain. La préparation était rude parce que jusque hier, je n'avais pas encore terminé mon document, mais bon, j'ai passé toute la nuit à bosser là-dessus et là maintenant, je peux dire que je suis prêt à affronter le jury. On devait l'appeler Samuel, mais on va laisser Samuel. Il va s'appeler Georges Ouya. Lorsqu'il a fait le projet de balade à vélo, il a aimé ça, mais j'ai douté au départ. Mais lorsqu'il a fait première édition, il n'a pas eu beaucoup de candidats. Mais on l'a encouragé. Mais deuxième édition, ça a pris coup. Il prépare la troisième édition. Ce n'est pas encore préparé. Moi, lorsqu'il m'a parlé de balade à vélo, moi j'ai cru tout de suite. Puisque je le connais en tant qu'un bon leader. Il y avait quelque chose en moi que je n'ai pas pu exploiter. Et lui, il arrive à exploiter cette chose-là. Je sais qu'il va y arriver. Il y a des gens qui ont commencé avec lui, qui étaient avec lui. Il a fait la première édition, la deuxième édition. Maintenant qu'il prépare la troisième édition, ces personnes-là se retirent parce qu'ils voient que maintenant il est leur concurrent. Or, il les a fait confiance au début. Ils étaient partenaires, mais là, ils ont rompu le partenariat. Je pense que c'est la jalousie. Georges, mes souhaits pour toi ce soir, tu sais, je sais. Que la grâce de Dieu soit toujours dans ta vie. Depuis le tournage de cette immersion, notre cher ami entrepreneur a malheureusement perdu sa génitrice. Par ma voix, toute la famille Jeune Mansa lui dit Yako et lui souhaite bonne chance pour la suite de son aventure entrepreneuriale. Courage, champion. Bonne chance à Georges Ouya. Bonjour mesdames et messieurs, je suis Georges Ouya, l'initiateur et chef projet de balade à vélo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter notre stratégie de marque.
L'analyse de notre marché a dévoilé que la Côte d'Ivoire est un patrimoine naturel et culturel favorable à la réalisation de notre projet. Et aussi qu'en 2019, le PIB de la Côte d'Ivoire, le tourisme ivoirien représentait 7,3% du PIB en 2019 avec 1500 milliards de francs CFA générés. Et aussi, le pays a enregistré plus de 4,2 millions de voyageurs touristiques. Et la taille du marché, c'est une estimation de 5 millions de touristes en 2023. Nous ciblons une population de 10%. Notre analyse au niveau des forces de notre projet se situe sur les potentiels touristiques de la Côte d'Ivoire, l'engouement pour le vélo, les expertises locales, mais au niveau de nos faiblesses, nous avons les pistes cyclables insuffisantes et aussi la sécurité dans les zones éloignées. Nos opportunités se situent au niveau de la demande croissante et l'écotourisme, mais aussi nos menaces sont une instabilité politique et les conditions climatiques. Aujourd'hui, nous avons ciblé, notre cible se situe au niveau des touristes nationaux et internationaux, des entreprises, des expatriés, des voyageurs locaux, des voyageurs à vélo et aventuriers, les amateurs à temps plein et les cyclistes professionnels et passionnés. Notre segmentation se situe au niveau de 5 groupes homogènes, donc les touristes sportifs, culturels, en famille, nature et en entreprise. Notre positionnement au niveau de balade à vélo, c'est de créer des souvenirs à travers notre ADN qui est la qualité, la découverte et la durabilité. Notre produit, ce sont des visites touristiques à vélo avec des vélos adaptés qui répondent à tous les besoins. Donc, quant aux différentes, sites touristiques, aux différents sites touristiques que nous visitons. Notre prix et notre stratégie de fixation des prix sont au niveau des prix compétitifs, donc avec un prix moyen de 5 000 francs. Nous prévoyons également des offres de réduction et de promotion et également créer des forfaits pour d'autres services tels que la location de vélos, l'hébergement, la nourriture et les activités. La distribution sera axée essentiellement sur les sites internet, les réseaux sociaux, les agences de voyage, les événements locaux et les points de location stratégiques que nous allons installer soit dans les communes, les parcs nationaux, les réserves naturelles et autres. J'ai toujours pas compris. Elles se font où les balades? Les balades, nous ciblons des sites touristiques en fonction de notre programme annuel. Donc le programme est un peu plus développé. Vous avez des exemples? Oui. Par exemple, si nous devons organiser une petite balade à vélo à Cocody, nous pouvons fixer une participation de 3 000 et de 5 000 francs. Non, c'est pas ma question. Quels sont les sites touristiques exemples que vous prenez? Ok, nous avons la ville de Grand Bassam, la ville de Mang, Yamsoko, Korogo, San Pedro. Ce sont des sites que... Oui, ce sont des villes touristiques que nous ciblons. Dans la ville? Voilà, et nous traçons en fait un circuit touristique en fonction des différents atouts touristiques qui sont dans cette ville-là. Donc si par exemple nous allons à Grand Bassam, nous pouvons choisir le musée du costume, les sites historiques, les monuments. Voilà, on trace en fait le circuit touristique en fonction de ces différentes attractions. Quand vous dites balade à vélo, moi j'ai l'impression que c'est juste la location. Quand vous avez dit 5 000, moi j'ai compris que c'était 5 000 francs par jour. Et c'est ce que vous nous avez dit la dernière fois en fait. Donc dans ma logique, c'était toujours ça. Et autre remarque sur votre stratégie, qui est pas mal déroulée, c'est vous avez un produit. Moi dans beaucoup de pays, je vois les sociétés de location de vélos poser des vélos dans les hôtels. Ça devrait être vos premiers partenaires. Vous parlez de tout, mais vous ne parlez pas d'eux. Peut-être que c'est une stratégie délibérée, je ne sais pas. Dans notre présentation, nous avons parlé des agences de voyage. Je parle des hôtels. C'est pas pareil. Okay. Une agence de voyage, c'est une agence de voyage. Un hôtel, c'est un hôtel. D'accord, madame. Voilà. Pour les spectateurs qui me suivent, je veux dire que moi, je crois toujours en mon projet. Si j'ai été sélectionné jusqu'à cette étape du concours, ça veut dire que j'ai un projet porteur. Aujourd'hui, on a le pitch de la stratégie marketing. Ce n'est pas quelque chose de facile parce que tu peux avoir le meilleur produit, mais si tu ne sais pas le vendre, ça ne va pas prendre. Alors, on a essayé de se préparer du mieux qu'on pouvait et je pense que moi, de mon côté, ça va donner. Maintenant, après, le monde du jury que je crains le plus, je dirais personne. Je dirais personne parce que ils donnent des recommandations, ils donnent des avis pour qu'on s'améliore dans notre travail. Donc, il n'y a pas à craindre en fait, c'est pas méchant. Bonjour chers membres du jury, je suis Marie-Danielle Mérisso et je viens vous présenter la stratégie marketing de Ananseco. Selon la Banque mondiale, les données de la Banque mondiale, on a constaté qu'il y a 32% et 18% de la population rurale
qui ont un revenu intermédiaire moyen de tranche supérieure et un revenu élevé. Nous avons constaté aussi qu'il y a environ 22 restaurants gastronomiques dans la ville d'Abidjan, précisément au plateau et en zone 4, qui ont une cuisine afro-moderne, asiatique, européenne, italienne, etc. Et leurs prix partent pour un menu de 3 temps à partir de 32 000 francs. En ce qui concerne notre analyse, nous avons comme force les saveurs locales, la valorisation de la culture culinaire africaine, comme faiblesse la dépendance de l'approvisionnement local, comme opportunité le marché touristique en expansion et une collaboration avec les acteurs locaux, à savoir les agences de voyage, les hôtels, etc. Comme menace, nous avons la concurrence accrue et l'instabilité économique. La cible, ce sont les hommes et les femmes entre 25 et 50 ans vivant à Abidjan qui appartiennent à cette population rurale et qui ont la tranche de revenus qu'on a cité précédemment. Et nous visons les amateurs de street food africaine, de gastronomie, les personnes en quête de nouveautés, les expatriés et les touristes. Avec Anonseco, chaque bouchée est une symphonie de goût et de texture. Retenons qu'Anonseco est issu de deux expressions ashanti, annoncer ou tonton et akokonon qui signifient créativité et nourrir. Donc avec Anonseco, on veut créer une expérience culinaire immersive au cœur de la fusion entre la street food africaine et la gastronomie. Nos menus partent de 25 000 à 50 000 francs. Alors c'est curieux parce que dans la présentation de votre cible, vous avez parlé plutôt de la population rurale. Ça me rassure. Donc, vous voulez faire de la restauration gastronomique à l'attention de la population rurale, sachant que votre cible elle est plutôt dans la ville et plutôt dans le haut de gamme de la ville. Donc, j'avoue que je suis un peu perdu là aussi. Bon, c'est en fonction des informations que j'ai pu avoir sur les données de la Banque mondiale pour évaluer le marché. Ce sont ces informations que j'ai utilisées. Et j'ai essayé de voir le revenu en fonction de cette population-là. Et moi, je me fixe sur les gens qui sont à Abidjan, qui ont un revenu moyen assez supérieur et élevé, et en fonction de la tranche d'âge que j'ai. D'accord, donc c'est une population qui est urbaine. Urbaine. Parce que je vais peut-être dire, parce que dans le, vous avez dit rural. Excusez, voilà. c'est... Ah, voilà, ça nous rassure. Okay. Excusez, bon. C'est une erreur. Bon. Excusez. Très bien. D'accord, c'est plus clair. Ok. Vous n'avez pas tenu compte de la canne qui arrive, hein, qui est un gros potentiel? Oui, c'est un gros potentiel, mais le problème est que si j'ai le financement, lorsque j'aurai le financement, il y a la période d'aménagement qui est assez une longue période, la période pour faire venir le matériel de cuisine. Vu qu'il n'y a pas de structure en Afrique, il y a le matériel de cuisine professionnel. Et c'est cette période-là que je me suis donnée jusqu'à la fin de l'année, en tout cas, pour pouvoir, avant de lancer effectivement le restaurant. Il n'y a pas de structure en Afrique dans vos coûts. Sinon, c'est un peu insultant pour ceux qui sont là. Bon. Parce que je vous confirme que ça existe. Oui, c'est vrai. Ah, ok. Il y en a beaucoup. De cuisine. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. À Abidjan, j'en connais pas mal. En plus. Ils ont des cuisines, mais je parle de, comment dire, il y a un partenaire, mais c'est de l'importation. Donc lorsque tu passes ta commande, il y a un temps pour faire venir. Et je me suis dit que d'ici la fin de l'année, j'ai la période pour mettre en place le restaurant, l'aménager, recevoir mon matériel, embaucher les employés et tout préparer avant de commencer à faire la promotion. En tout cas, il y en a d'autres, mais ce n'est pas correct de dire qu'il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Oui, excusez, c'est un abus de langage. Merci. 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 Je suis Bonu Pierre Goli, le manager général de l'entreprise agro-industrielle Eden Commodities, 6 à Boisflé. Notre produit s'appelle les saveurs du terroir. C'est la pâte de tomate que nous faisons, 100% naturelle, à base de la tomate fraîche de nos braves agriculteurs qui est vraiment délaissée par les grandes firmes de fabrication de tomates. Et je rappelle ici que nous existons déjà, puisque nous sommes déjà basés sur un état des lieux avec des données du Propacom et du ProDSM et du projet PATFA, dont nous avons fait partie dans les études au niveau de Boaké, la région du Béquet, où la tomate est plus produite. Il y a eu des pertes, plus de 8 millions de tonnes de pertes post-récolte, et c'est sur ce fait que nous sommes positionnés pour lancer la production de nos pâtes de tomates. Et l'année dernière, nous avons, notre unité a pu, avec une capacité de 5 tonnes le mois, nous avons pu transformer 60 tonnes
l'année, qui nous a donné un chiffre d'affaires de 32 millions l'année et de 6 millions le mois. Ce que tu viens de faire là, ce n'est pas une stratégie marketing, c'est un pitch. Le pitch que tu devais faire là, la dernière fois, l'autre jour là, c'est ça là que tu viens de faire maintenant. Tu vois, non? Mais ce n'est pas ce qu'on te demandait aujourd'hui en fait. Votre présentation est à améliorer. Ça, c'est indéniable. Mais chose plus importante, quand vous venez parler de stratégie marketing, mais qu'au lieu de ça, vous parlez d'autre chose, cet effet de déconnexion vous dessert totalement. Donc, allez revoir encore une fois votre copie, en espérant que vous serez dans la prochaine vague. Merci. Alors notre objectif déjà, c'est de pouvoir neutraliser l'impact nocif des pneus sur l'environnement et aussi de pouvoir créer une économie croissante, structurée et équilibrée. Pour arriver à notre objectif, notre stratégie commerciale est la suivante. Vu que nous travaillons directement avec les entreprises, nous avons opté pour la segmentation B2B et aussi le ciblage. Concernant le ciblage, nous avons une stratégie de ciblage personnalisée, vu que les 4 différents clients que nous avons eus, les 4 différents prospects ont des commandes bien spécifiques. Pour ce qui est la politique du produit, nos produits seront emballés dans des paquets de 25 à 50 kg. Avec les cimenteries, nous sommes tombés d'accord sur un prix de 40 000 francs la tonne. Concernant la distribution, nous prévoyons une distribution ultra rapide et un système de distribution systématique, un système de livraison systématique. On ne va pas attendre que le broyat finisse, on va à chaque fois remplacer, à chaque fois distribuer. Pour ce qui est de la communication, vu que nos clients, vu que nous travaillons en B2B, nous allons opter pour la stratégie push, c'est-à-dire aller chercher les clients, aller vers eux et les informer que maintenant, en Côte d'Ivoire, il y a une unité qui est là pour le recyclage des broyats. Alors, la dernière question, je peux dire... Votre temps est arrêté. Je me disais aussi. Merci. À vous la parole. Je voudrais savoir, c'est les broyats que tu récoltes, que tu donnes directement aux cimenteries ou bien elles suivent une transformation? Elles subissent une transformation? Merci pour la question. Ce sont les pneus usagés que nous récoltons auprès des vulgarisateurs. Et quand nous récoltons ces pneus-là, nous les passons à la machine. Nous broyons ces pneus en des particules de 15 à 30 mm. Ce sont ces particules-là qui sont vendues aux cimenteries comme combustible, afin de limiter tout ce qui est émission de gaz à effet de serre. Du fait que le sujet écologique soit commun aujourd'hui, comment vous faites pour pouvoir avoir la primeur sur, et la majorité en termes d'input, d'intrants sur les pneus, donc pour pouvoir récolter le maximum de pneus, comment vous faites? Déjà, pour pouvoir récolter le maximum de pneus, nous avons une approche directe avec tous les vulgarisateurs, parce que c'est eux-mêmes qui sont à la base, des déchets. Et puis déjà, nous avons déjà démarché 200 vulgarisateurs au niveau de Yopougon qui sont ignorants du problème des déchets, qui sont ignorants de tous les problèmes que les pneus ont sur l'environnement. Donc on a une approche vraiment directe. Avec tous les vulgarisateurs. La prochaine fois, évitez d'amener un texte avec des petites phrases comme ça. On ne peut pas lire et c'est désagréable. C'est mieux que vous fassiez l'effort de faire une stratégie marketing séparée. Si vous n'avez pas fait cet effort, en fait, vous avez ramené votre stratégie de la dernière fois, vous avez mis la stratégie commerciale dedans et vous êtes venu avec. On est d'accord? Oui, on est d'accord, mais hier, il a demandé à... Je crois que c'est avant-hier, j'ai demandé au formateur concernant la stratégie marketing, est-ce qu'on doit faire un truc à part ou on doit insérer? Il m'a dit non, déjà vu que tu as le business plan, la stratégie marketing est une partie du business plan, donc il faudrait que tu insères là-dedans. Oui, mais pas présenté comme ça. Et pas forcément inséré, vous aurez pu... Vous avez vu ce que les autres ont fait. Vous pouvez aussi demander, vous êtes une équipe, vous pouvez demander aux autres aussi. Les autres n'ont pas fait ce que vous avez fait. Exactement, c'est vrai. D'accord. Et c'était plus agréable. C'est juste une suggestion. Merci, madame. Merci. 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 Non, aujourd'hui, je n'ai pas pensé à poser des questions à mes camarades.
Voilà, donc je me suis dit, vu la... Non, j'ai pas pensé à ça. J'ai pas pensé à ça. Je suis juste venu, j'ai aussi resté focus sur ce que j'ai appris, tout ça. Donc je ne voulais pas trop me mélanger la tête en feu. J'ai même envoyé mon document après, ils m'ont dit que est-ce que c'était le vrai document. Donc ils devaient reprendre tout ça, ça devait faire un gros travail. Donc je suis resté focus sur ce document et puis j'ai fait ma présentation. Il y a quelqu'un qui a dit oui, j'ai demandé au prof, il m'a dit de faire. Vous êtes avec des personnes, vous allez aussi vous communiquer entre vous. Qu'est-ce que toi tu as fait? Ah, je vais voir ce que tu as fait, ça va, je vais dire, je vais m'inspirer de ça et je vais améliorer ma présentation. Ou voilà. C'est important de communiquer quand on est dans un groupe, de pouvoir communiquer, de se conseiller. Je suis un peu stressée, en même temps, bon, je me dis que je sais exactement ce que je dois dire. Donc bon, après, j'espère que ça va passer. Le monde du jury qui vraiment m'inquiète le plus, c'est M. Kié. M. Kié, parce qu'aujourd'hui, je peux dire qu'on est dans son domaine. Voilà, au niveau de la stratégie, marketing, au niveau des chiffres et tout ça. Donc je crains un peu ces questions en tout cas. Je suis Mme Cramo Marie-France de la maison de l'Anacade. Nous transformons les pommes de cajou en jus, en vin et en liqueur. L'année passée, nous avons transformé 15 tonnes de pommes de cajou, ce qui nous a donné 28 000 bouteilles de jus, approximativement 750 bouteilles de vin et puis 750 bouteilles de liqueur, 1200 bouteilles de vin, qui nous ont donné un chiffre d'affaires de 24 millions de francs CFA. Nous avons vendu à travers les expositions ventes, nous avons vendu aussi également à travers les ventes éclatées, à travers la publicité sur Facebook et nous avons 9 points de vente aussi également, dont la boutique paysanne. Je ne sais pas si je peux citer. Pour la campagne prochaine, nous voulons transformer 50 tonnes de pommes de cajou, ce qui va nous donner 63 000 bouteilles de jus, également 6 000 bouteilles de vin et puis encore 3 000 bouteilles de liqueur. Notre force, c'est que nous offrons une offre innovante sur le marché. Nous avons des produits de qualité que nous souhaiterons présenter à la population pour voir les différentes utilisations de la pomme de cajou. Pour ces 50 tonnes, nous prévoyons avoir un chiffre d'affaires de 131 millions de francs CFA. Nous souhaiterons distribuer nos produits à travers les supermarchés, à travers les hôtels. À travers les supermarchés, à travers les hôtels, à travers les ventes directes, à travers la publicité Facebook également. Nous comptons faire une politique de proximité à travers les dégustations, des ventes éclatées, des ventes ciblées et également des journées de promotion. Au niveau du produit, nous voulons réadapter notre packaging en fonction de notre clientèle parce que nous ciblons la classe moyenne supérieure. Donc nous voulons changer notre packaging, nos bouteilles de jus de pommes de cajou. Nous souhaiterons les faire en canettes. Également changer notre packaging de liqueur au lieu de 1 litre, de demi-litre également pour nos bouteilles de vin. Au niveau des prix, nous allons faire notre canette de jus à 1 000 francs CFA, les packs de canettes à 12 000, de vin à 5 000 francs et la bouteille de liqueur de demi-litre à 5 000 francs aussi également. Nous souhaiterons distribuer nos produits à travers les supermarchés comme Casino, Super U, Cash Center, Sokosé. Nous aurons également une boutique à Abidjan. Nous avons segmenté notre marché. En 3 zones. La zone de Cocody, où nous allons distribuer dans les supermarchés, dans les boutiques, dans les bars, dans les hôtels également. Il y a la zone 2, qui est la zone de Koumassi, Makori, Trèche-Huile, Port-Boué, qui sont des marchés d'auto-expression. Nous souhaiterons là-bas aussi également distribuer dans les supermarchés, dans notre boutique et aussi dans les hôtels. La zone 3 qui est Yopougoin à Bobo, qui sont des marchés où la clientèle est influencée par la zone 1 et la zone 2. J'ai trouvé que, bon, quand vous avez fait votre analyse SWOT, vous avez parlé que des forces, dont certaines n'étaient pas réellement des forces, donc il y a des choses qu'on n'a pas entendues. On ne peut pas suivre avec vous, on sent que vous lisez. Vraiment, le rendu, c'est la façon dont vous le... Voilà. C'était trop fort, en fait. J'ai vu que... En fait, j'avais plein de faiblesses et qui sont ressorties. Moi, mais j'ai pu voir également qu'à certains niveaux, ce n'était pas vraiment ça et ça, ce n'était pas facile à faire passer. Bonjour, je me nomme Macorel Gras, expert en cybersécurité, hacker éthique et associé gérant à Nestat SRL. Bienvenue à Nestat SRL, suivez-moi. Venez.
Alors, bienvenue à Nestat SARL. Normalement, les différents collaborateurs responsables sont sur le terrain. Ici, on a l'équipe de développement, on a la responsable communication, on a notre chargé de design, infographe, on a un représentant de l'équipe réseau télécommunication, et puis ici, juste un stagiaire qui a commencé il y a peu. Bon, Karim, jeune frère, moi je te souhaite tout le bonheur, la santé surtout. Moi je savais que tôt ou tard, tu allais arriver à tes fins, comme tu l'as toujours si bien fait tout le temps. C'est vrai que ça n'a pas été facile, j'ai vu en tes débuts, tu as failli même relâcher. Mais il faut continuer à te battre. Voilà, un garçon, c'est jusqu'à la fin. Félicitations à toi, tu fais l'honneur de la famille et voilà, on est avec toi. Chers membres du jury, bonsoir. Chers entrepreneurs, mes hommages les plus consentis. Je suis Marc-Aurèle Gras, associé gérant à Nestat SARL, votre entreprise ivoirienne qui veut innover la cybersécurité en Côte d'Ivoire. Nous voulons en effet que les Ivoiriens puissent parler sécurité informatique et penser sécurité informatique. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Il est bien de noter qu'il y a 3,5 millions de postes à pourvoir dans le monde, selon la plateforme PwC, une insuffisance de ressources humaines formées en cybersécurité, une insuffisance également de l'offre de formation en matière de cybersécurité selon le ministère de l'Investissement, sinon de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. Alors, quelle est la solution que nous apportons? Notre solution est d'Ivoire. Il s'agit d'un programme professionnel de formation en cybersécurité adapté et destiné aux étudiants. Eh bien, notre modèle économique va reposer sur des ventes de formation en cybersécurité aux étudiants. En réalité, nous avons 8 modules de formation dont le produit phare est bien acquérir les bases en cybersécurité que nous faisons à 50 000 francs pour les étudiants. Eh bien, le marché, il s'agit des étudiants qui appartiennent à des universités et des grandes écoles privées de Côte d'Ivoire. Eh bien, selon le ministère de l'Éducation, nous avons 127 universités privées, 443 grandes écoles privées, ce qui représente 112 000 étudiants. Déjà, il est bien de nommer que pour l'année scolaire à venir, c'est-à-dire 2023-2024, nous avons environ 3 000 étudiants à former pour un certain nombre d'établissements touchés. Alors, notre stratégie. La stratégie principale consiste au travers de ce qu'on va appeler des conventions de cadre de partenariat avec ces établissements-là, de leur offrir la première journée sur le module Acquérir les fondamentaux en cybersécurité qui se fait normalement sur 5 jours. La journée à 10 000 francs. Et donc, le revenu potentiel. Grâce à ces conventions de partenariat, on compte former, et surtout grâce au financement de Jeunes Mensa, un nombre moyen de 20 000 étudiants pour l'année scolaire à venir, ce qui va représenter 200 millions. Mais il est bien de noter que selon notre étude, lorsque les étudiants viennent pour se faire former la première journée à travers ces conventions de cadre de partenariat, eh bien, environ, on a estimé, selon une prévision, environ 25% de ces étudiants veulent continuer la formation sur les fondamentaux en cybersécurité. Ce qui représente 5 000 étudiants, donc 5 000, puisque chaque journée représente 10 000 francs, ce qui va nous faire un chiffre total de 200 millions. Et après, bien sûr, la formation sur les fondamentaux, il est bien de noter que 10% de ce chiffre veulent avoir des modules experts qui coûtent environ 200 000 francs, ce qui nous fait un total de 100 millions de francs CFA, donc pour la première année, 500 millions de francs CFA. En deuxième année également, nous avons un chiffre d'affaires prévisionnel de 875 millions et la troisième année, 1 milliard, plus de 1 milliard de chiffre d'affaires. Il est bien de noter qu'on se donne 3 ans pour former les étudiants. Ces étudiants seront des experts que nous allons retrouver en entreprise et donc ces derniers vont nous permettre de pouvoir exporter nos formations de façon plus pratique en entreprise. Eh bien, ici on a un tableau des charges et besoins relativement... Votre temps est arrêté et je me demande si on ne s'est pas trompé de pitch. Je veux proposer, quelle est votre stratégie marketing? Stratégie marketing. Je peux vous poser la question? C'est quoi votre stratégie marketing? La première stratégie marketing, c'est la promotion des cadres de partenariat avec les établissements. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on leur propose le module sur les fondamentaux en hacking et sécurité. Normalement, chaque journée à 10 000 francs. Les établissements intéressés nous proposent la première journée qui vont inclure dans les inscriptions des étudiants. Le marketing, c'est comment est-ce que vous intéressez le prospect à votre produit? Effectivement, c'est à travers des conférences formation gratuites que nous arrivons à... Vous venez parler de marketing là. C'est la première fois depuis quelques minutes. Ok. C'est bien. Je n'ai pas de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ils ne posent jamais des questions. Quand on vient parler de stratégie marketing, il faut être clair sur ce qu'est une stratégie marketing. Quel est le marché qu'on cible,
comment est-ce qu'on atteint cette cible, quels sont les mécanismes qu'on déploie en matière de prix, de positionnement de nos produits. Enfin bon, vous savez, ces choses-là, on vous les a apprises. On se serait attendu à ce que cela soit rendu justement dans votre présentation, mais malheureusement, ce n'est pas ce qui transparaît pour l'instant. J'ai envie de dire qu'ils ont au moins tenu compte des remarques la dernière fois. Donc on a eu des candidats qui étaient un peu mieux préparés. Il y a eu un peu d'amélioration quand même sur les présentations. Bonjour chers membres du jury, bonjour chers camarades. Je suis Emmanuel Kwasi Gogo, représentant de l'entreprise Nando. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la stratégie marketing de Texalab. Le Texapon est un produit chimique nécessaire à la fabrication des produits détergents et lavants que nous utilisons au quotidien. Il est produit à base d'acide laurique présent dans le coco. Et la Côte d'Ivoire, c'est un marché de 56 000 barils de Texapon par mois. Nous intégrons ce marché-là avec une production mensuelle de 1500 barils par mois. Et notre ambition mensuelle sollicite 83 tonnes de coco pour une disponibilité marché de 4250 tonnes, ce qui nous donne un avantage concurrentiel important face à la concurrence qui vient des importations chinoises. Notre process de production n'admet aucune perte. Nous, en plus du Texapon, nous produisons des produits dérivés très intéressants. L'eau de coco, la farine de coco et le charbon de coco. Et concernant notre produit, nous le conditionnons en baril de 170 kg. Nous pénétrons le marché avec une stratégie de domination par les coûts et par la qualité. Donc nous comptons doter notre produit de 5 certifications ISO. Notre cible sont les distributeurs qui, eux, vendent aux utilisateurs du Texapon, qui sont les grandes usines chimiques, les producteurs de cosmétiques artisanaux et les ménages. Concernant notre stratégie marketing, nous passons de 10 barils par mois actuellement à 1500 barils par mois à travers cette stratégie-là. Notre objectif est de nous faire un réseau de 12 distributeurs de Texapon qui font en moyenne 130 barils par mois. Et les actions que nous souhaitons mener pour capter cette population-là, c'est de prospecter 60 distributeurs pour un taux de réussite de 5%. Et sur les 90 qu'on a identifiés dans la ville d'Abidjan. Et pour ce faire, les actions, c'est le branding des façades des distributeurs qu'on aura captés et des campagnes publicitaires via les panneaux et les brochures. Et nous prévoyons le faire sur 3 mois. On prévoit un budget de 30 millions pour ce faire et les acteurs essentiels sont les commerciaux. Et dans la même année, au dernier trimestre de l'année, c'est-à-dire à partir d'octobre, nous prévoyons créer 200 points de vente pour soutenir le premier réseau de distribution. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, s'il vous plaît? Je voudrais savoir, vous avez prévu faire des affiches publicitaires, donc dépenser en affichage publicitaire, pendant que vous êtes sur une cible B2B spécialisée dans un domaine très particulier. Donc, comment vous expliquez ça? Bonne question. Très très bonne question. Bon, on a dit affiches publicitaires et brochures. Il y a nos concurrents et clients en même temps. Je ne vais pas citer de noms qui font la même chose pour capter leur clientèle. Leur clientèle, c'est essentiellement les grandes productions chimiques et les artisans chimiques, ceux qui font les cosmétiques bio généralement. Donc, on essaie de calquer la stratégie de la concurrence puisqu'on voit déjà que ça marche. On vient sur un nouveau marché et on essaie de faire déjà comme ceux qui sont déjà là et essayer de faire notre stratégie après pour essayer de les surpasser. Alors ça, c'est la façon la plus curieuse que j'ai jamais vue d'attaquer un marché quand on est un challenger. Okay? Ne pas chercher à se différencier. Est-ce que ça veut dire en fait que votre cible, c'est donc 3 distributeurs? J'ai pas compris. C'est une erreur de calcul autant pour moi. Ah.
Okay. Même pas 5, parce que 5% de 60 personnes, ça fait pas 5. Ça fait 3. Ça fait 3. Ça fait 3 distributeurs. C'est une erreur de calcul, autant pour moi. On veut avoir sur les 60 prospectés 12 prospects captés. D'accord, ok, c'est plus clair. C'est une erreur de calcul. Merci beaucoup. Merci à vous. Hein. Bonjour chers jurys, je suis Farid Ouattara, fondateur de Faco Drop, la première application de livraison Made in Côte d'Ivoire et le premier service de livraison écologique ivoirien. Nous évoluons dans le marché de la livraison urbaine abidjanaise, qui est un marché très concurrentiel avec la présence de nombreux acteurs. Dans 3 grandes multinationales qui partagent à elles plus de 75% des parts de ce marché. Mais c'est un marché à fort potentiel avec une valeur de plus de 3 milliards de francs CFA et une insatisfaction client de plus en plus présente sur ce marché. Et nous, en tant que nouvel entrant et vu notre taille, nous avons, et comme on le dit, il faut penser grand, commencer petit et apprendre rapidement. Nous avons donc décidé de segmenter cet énorme marché en nous focalisant pour commencer sur la commune du Grand Cocody, en ciblant plus particulièrement la population âgée de 15 à 45 ans, ce qui fait la population active et équivaut à plus de 480 000 habitants. Alors, cette stratégie nous a permis, depuis nos 2 mois d'activité, d'être la deuxième application la plus téléchargée de livraison dans la commune de Cocody, réaliser plus de 3000 commandes, avoir plus de 4000 utilisateurs sur notre application en 2 mois. Ici, notre compte de résultat prévisionnel montrant comment nous allons rembourser ces 100 millions si nous les gagnons et nos objectifs de vente pour chaque année. 24 239 en 2023, 71 500 en 2024, 95 000 en 2025, 120 000 en 2026, 170 000. Mais comment arriver à atteindre ces objectifs au vu de notre stratégie marketing? Au niveau du produit, nous offrons des livraisons de nourriture, de produits de supermarché et marché traditionnel, mais avec une offre plus diversifiée et plus profitable pour nos clients comparé à nos concurrents. Et nous livrons aussi des produits de pharmaceutique, chose que nous sommes les seuls à faire sur ce marché, et la livraison de colis personnalisés. Mais avant tout, ce que nous venons, c'est le gain de temps. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société qui va de plus en plus vite et commander chez Faco Drop, c'est une promesse de livraison de 30 minutes maximum. Avec une marque forte Made in Côte d'Ivoire que vous pouvez trouver sur nos packaging et même sur nos logos avec des inscriptions ivoiriennes. Au niveau du prix, les prix des différents articles sur notre application respectent les différents prix présents dans les différents points de vente de nos différents partenaires, ce qui est un avantage concurrentiel car c'est une plainte des clients des autres concurrents. Mais nos prix aussi de frais de livraison varient de 1000 francs à 1500, ce qui fait de nous le service de livraison le plus avantageux sur les longues distances de la commune de Cocody. Au niveau de la promotion, elle se situe en 2 fonctions. Faire connaître Faco Drop. Et comment ça se passe? Par l'utilisation des prescripteurs qui sont des influenceurs sur les réseaux sociaux, mais aussi nos clients satisfaits qui deviennent à leur tour des prescripteurs, mais aussi avec la distribution de flyers comme ceux que je vous ai donnés dans les différents points attractifs pour apprendre aux clients à comment utiliser l'application. Au niveau de la distribution, c'est notre application mobile qui est disponible sur App Store et Play Store, mais nous sommes en finition aussi d'un site internet marchand pour pouvoir permettre aux gens qui ne peuvent pas télécharger l'application pour pouvoir commander aussi via les ordinateurs et les sites internet. Ici, notre timeline marketing pour atteindre notre budget, notre objectif de commande pour l'année 2023. Comme vous pouvez voir, on a différentes distributions techniques en fonction de l'année. Par exemple, en décembre, vu que c'est une période très festive, distribution de flyers dans les endroits attractifs, les réseaux sociaux, les prescriptions, les jeux concours, les affichages. Votre temps est arrivé. Et merci. Des questions dans la salle? Vraiment, on ne peut pas compter sur vous. Hein. Faco, ça veut dire quoi? Faco, je m'appelle Farid, donc c'est le diminutif de mon nom. Et drop pour déposer, livrer en anglais. Commencer par un marché comme celui de Cocody et ne pas vouloir faire le tour Abidjan tout de suite, c'est pas une mauvaise approche. Non, en ça soi. c'est une bonne idée. Okay. Ça, oui. Donc voilà. Maintenant, il est clair que la grande difficulté ici, c'est que le marché est hyper concurrentiel. Et donc, bon, en même temps, sur les produits pharmaceutiques, c'est juste un petit conseil, faites attention parce qu'il y a tellement de faux, et puis il y a une réglementation. de faux médicaments, il y a tellement de trafic de ce côté-là que vous avez intérêt à bien vous border avant que ça devienne un inconvénient plutôt qu'un avantage. Okay. Voilà. Les remarques, je dirais, c'était plutôt des remarques, je dirais, positives. Celle qui a le plus retenti dans mon esprit, ce serait de ne pas que me baser sur l'aspect Made in Côte d'Ivoire de mon projet. Parce que ce n'est pas le Made in Côte d'Ivoire qui va te faire vendre, c'est un des arguments, mais ce n'est pas l'argument, le big argument qui va te faire vendre. Donc voilà. C'est presque une finale vu que on va faire le pitch sur le marketing. Vous savez, tout projet n'a de valeur qu'à travers le marketing. Donc, pour moi, c'est une petite finale en fait.
Bonsoir mesdames, messieurs. Je suis Aïcha Diaby, gérante de Sakina, qui est spécialisée dans la transformation de la mangue en purée et en jus. Entreprise créée en 2018 et dans notre dernier exercice comptable en 2022, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 15 621 400 francs seulement avec une production artisanale et des ventes via le digital. C'est sur la base de ces acquis que nous avons développé notre stratégie marketing. Nous espérons, pour atteindre nos objectifs, au niveau des acquis de 10%, réaliser le chiffre d'affaires déjà de 10%. Les 10 autres pourcents vont venir de commandes fermes que nous avons obtenues. Et après avoir démarché plusieurs distributeurs, nous avons des intentions d'achat sous réserve parce que nous avons, pour pénétrer le marché, nous avons décliné notre produit en deux et ils attendaient de voir une partie du produit de notre main et ils voulaient vraiment s'assurer que nous avons la capacité de production nécessaire pour ne pas qu'il y ait d'interruption dans la chaîne de livraison. Et pour les 60 autres pourcents restants pour atteindre notre chiffre d'affaires, nous voulons mettre en place une stratégie de marketing standard, comme je l'ai dit. Parce que comme je l'ai dit tantôt, les 15 millions de chiffres d'affaires que nous avons eu en un an, nous les avons eu uniquement en travaillant sur le digital. Nous n'avons presque pas exploré véritablement le marketing conventionnel, sauf sur l'expérience que nous avons acquis au Sahara, où nous avons eu près de 1100 acheteurs et nous avons réussi à transformer 70% de ces acheteurs en clients qui sont revenus une ou deux fois sur la base du fait qu'ils ont goûté, simplement goûté et apprécié. Et nous avons réussi à garder 30% de ces 1000-là comme des clients finaux et qui continuent régulièrement d'acheter notre produit pour sa qualité. Et c'est justement ce que c'est sur cette base-là que nous voulons déployer notre stratégie. Vu que nous voulons implanter notre unité à Yamsoko, nous avons ciblé la zone du centre, notamment la ville de Bouaké, Yamsoko et les villes environnantes, où nous allons faire la bonne méthode du porte-à-porte, marcher vers notre cible, faire goûter et faire apprécier pour qu'il y ait des achats. Nous avons identifié pour le marché la classe moyenne. Et dans cette classe moyenne, là, sur la base des données que nous avons avec nos anciens clients, nous avons vu que la plupart de nos acheteurs viennent du secteur informel. Donc, dans ce secteur informel qui représente à peu près 2 millions de personnes, nous voulons capter 2% qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Merci. Vous avez signé un pacte de non-agression, c'est ça? C'est le temps. Finalement, il y a une question. Ah, il y a une question. Comment est-ce que vous comptez vendre vos différents produits sur le marché, en fait? Parce que vous n'avez pas mentionné ici. En effet, on a une convention avec un distributeur du réseau de supérettes mauritaniennes et nous avons démarché certaines boutiques. Donc, nous allons nous assurer d'avoir le produit disponible dans les boutiques et puis faire la promotion, comme je vous l'ai dit, porte à porte dans l'environnement pour assurer que le produit est disponible. Une fois qu'ils ont goûté, ils peuvent s'en procurer dans ces points-là. Dans la présentation, il y a deux produits, d'accord? Donc il y a le concentré et il y a le jus fini. Mais je n'ai pas vu d'analyse de concurrence dans la stratégie. C'est comme si vous n'avez pas de concurrents. Je n'ai pas parlé de concurrents en ce qui concerne la purée parce qu'on a déjà des clients qui vont reprendre ça. On a déjà travaillé avec des petits transformateurs comme nous qui eux sont plus dans la zone d'Abidjan. Voilà pourquoi nous aussi on essaie de voler vers une autre zone qui vont réacheter. Donc c'est carrément un acquis. Et puis les concurrents au niveau du jus, on a Dafani, on a Ivorio qui sont des marques concurrentielles. On a étudié un peu, on a joué plutôt sur le goût. Comme je l'ai dit, c'est pour ça qu'on arrive à capter, on a créé des recettes qui accrochent en fait. Quelle est votre part de marché aujourd'hui en termes sur le marché du jus par rapport à vos concurrents? Comme je l'ai dit, on veut capter 2% dans la part des 2 millions de personnes dans le monde informel. Du marché potentiel, mais je parle de la part de marché actuelle, la part de marché existante. En fait, là, c'est une part de marché potentielle que vous avez évaluée.
Mais la part de marché, le marché existant, aujourd'hui où on a plusieurs acteurs, quel est votre objectif ou actuellement votre part de marché dans le marché existant? Dans le marché existant, je n'ai pas le chiffre, j'ai plutôt le chiffre de ce que nous produisons. Donc comparativement... Vous avez parlé de votre cible, mais à aucun moment on a vu les prix par rapport aux différentes cibles. Et tout à l'heure, quand vous parlez de concurrents à la question justement de Nabou, vous ne citez que des gens qui font des jus, mais même celui qui fait de l'eau est votre concurrent. C'est ce que je veux dire, toutes les boissons. Un soda, c'est votre concurrent, parce que je peux décider de préférer un soda à un jus de fruits ou un jus de mangue. Donc votre concurrent n'est pas que la personne qui fait du jus de mangue. Du jus d'ananas, d'ananas, c'est ça? C'est mangue. Mangue. Oui. C'est pas votre concurrent, c'est pas le seul. Bon, j'ai cité que ces deux-là parce qu'ils se rapprochent le plus. Sinon, en réalité, dans nos études, ils sont tous pris en compte. Pour 60% de votre clientèle cible, vous avez choisi, comme vous l'avez montré, de faire ce que vous avez appelé un marketing traditionnel, parce que c'est une part importante. Ça aurait été important justement donc, de bien décliner ce que vous entendiez atteindre comme objectif sur cette cible-là, et ça n'apparaît pas clairement. Vous l'avez évoqué légèrement, mais vous n'êtes pas rentré dans le détail. Donc ça nécessite d'être affiné, parce que ça va être ça le cœur de votre activité, au-delà de ceux qui sont captifs aujourd'hui. D'accord, je prends note, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Il y a eu une légère amélioration, je pense, dans le rendu par rapport à la session précédente. Mais je dis légère parce qu'on s'attendait à mieux. D'une part parce que, s'agissant d'un exercice où les candidats devaient partager avec nous leur stratégie marketing, il y a eu beaucoup de répétitions des pitchs précédents sans vraiment que nous ayons le contenu de la stratégie marketing que nous attendions. Donc de ce point de vue-là, il y a encore des choses à améliorer. Dieu merci, aujourd'hui ça va. On est plutôt assez calme. On a essayé de s'apprêter le mieux qu'on pouvait et la suite reste à venir. Bonjour mesdames et messieurs, je suis Abdelaziz Touré, CEO de Numipix. Pour toute entreprise désireuse de rentrer de la meilleure manière sur le marché, elle a besoin d'avoir une bonne stratégie marketing et communication. Et cette stratégie en général se traduit par des images professionnelles. Aujourd'hui, encore plus avec l'avènement des réseaux sociaux, les stratégies sont beaucoup plus demandeuses de quantité et de qualité d'images. Seulement en Afrique aujourd'hui, pour en avoir, il y a trois manières. Soit on en produit avec des professionnels, ce qui coûte très cher, soit on part sur des banques d'images étrangères, internationales, qui sont assez chères et pas vraiment bien référencées en termes d'images africaines, ou on part sur des banques d'images africaines qui aujourd'hui ne sont pas très bonnes en termes de qualité et de quantité d'images qu'elles proposent. C'est pourquoi nous avons créé Numipix, la première plateforme de banque d'images professionnelle destinée aux professionnels qui permet de gagner en efficacité dans ces communications. Et donc, sur notre positionnement que nous avons choisi au moment de rentrer sur le marché, c'est vraiment de nous tourner vers les agences de communication qui, à elles seules, représentent sur la partie Afrique et Europe de l'Ouest, pris sur 11 pays, 25 000 agences de communication. Et pour vraiment cibler, rentrer dans cette cible et segmenter, nous avons ciblé des agences qui dépensent déjà plus d'1 500 000 francs en termes de chiffres sur des achats d'images. Et ce qui nous a ramené à un potentiel de 1 à 2% que nous espérons avoir, donc 1 à 2% de ces 25 000 agences que nous espérons avoir au bout de 18 mois. Donc 250 à 500 agences qui dépenseront sur notre plateforme en panier moyen, ce qu'on espère, 500 000 à 1 million de francs CFA, ce qui nous donne un chiffre d'affaires entre 125 millions et 500 millions. Nous disposons déjà de plus de 10 000 images africaines vraiment de qualité professionnelle et nous espérons monter à 100 000 avec le financement de 106 millions.
pour notre stratégie, nous proposons effectivement de pouvoir travailler sur le coût parce que pour avoir des images professionnelles, c'est un problème. Donc, être 30% moins cher que la concurrence en ayant des packs de 20 000, 50 000 et 150 000 et des abonnements mensuels de 75 000 à 200 000 francs et travailler spécifiquement sur les prescripteurs qui sont les créateurs, les directeurs artistiques, les directeurs de création et les graphistes en interne afin de pouvoir les avoir dans une communauté qui nous soutiendra, surtout par la qualité qu'on leur apportera dans leur créativité. Donc, avoir des packs d'affiliation à nos services en entrée qui les rémunérera bien sûr quand ils parraineront un achetant et éventuellement des welcome packs qui permettrait d'avoir des images gratuites en téléchargement à l'entrée. Donc, c'est une cible qui est très tournée vers le digital. Donc, essentiellement, les 12% que nous résolvons. Votre temps est arrivé. Moi j'ai un problème avec votre stratégie et je trouve qu'elle exclut vraiment les photographes. Les photographes indépendants ne sont pas, on ne prend pas compte. Parce que vous avez dit que vos photos, la dernière fois vous avez dit que c'est vous-même qui... Je trouve que si vous ne fédérez pas les gens de votre écosystème, comment est-ce que vous... Je ne sais pas, j'ai l'impression que vous les excluez. Non, pas du tout. Justement, c'est un des sujets sur lesquels on va peut-être revenir quand on sera dans la partie vision de la marque. Mais seulement, nous avons compris que les photographes ont la tendance très souvent à ne pas être très exigeants en termes de niveau de qualité. Pendant que dans la communication publicitaire, le niveau d'exigence est beaucoup plus élevé que dans toutes les autres disciplines photographiques. Et donc, ce que nous avons décidé de faire, c'est de pouvoir les labelliser, les former, les labelliser selon nos normes de qualité, les onboarder et même de préfinancer certaines de leurs campagnes qu'ils vont faire pour la plateforme. D'accord, c'était ma question. Ça aurait été bien de le montrer parce que ça fait partie du produit. C'est dommage parce que c'est une belle... C'est la première chose, ça fait partie de votre produit. Oui, ouais, c'est dommage. Ok. Merci, pour moi c'est bon. Merci. Je suis Inès Kouassi, juriste de formation et entrepreneur dans l'agroalimentaire. La malnutrition, une maladie qui gangrène nos populations, qui gangrène l'Afrique. Alors, Mama Meal Kit est venu révolutionner ce domaine-là en proposant une farine adaptée à l'enfant. Notre farine est enrichie au zinc, à la vitamine B12, à la vitamine C. Elle permet à bébé de bien digérer, elle facilite la digestion de bébé, elle développe bébé, que ce soit le volet intellectuel que le volet physique. Bébé connaît une croissance avec cette farine-là. Elle permet aussi de lutter contre les maladies infantiles. Notre farine est une farine nutritionnelle. Elle possède plusieurs saveurs, que ce soit la saveur maïs, mil, tapioca, sorgho, soja. Le conditionnement est fait par pack. Les packs de 250 grammes et les packs de 500 grammes. Les packs de 250 grammes à 500 francs et les packs de 500 grammes à 1000 francs. Concernant la stratégie marketing, notre stratégie marketing se déploie dans les hôpitaux, dans les maternités, dans les ménages. Nous adoptons aussi une politique, on va vers les contrées lointaines dans le but de proposer les produits à la clientèle qui est reculée, aux populations qui sont dans les fins fonds. Nous prévoyons aussi des partenariats avec les hôpitaux, les cliniques, les pédiatres. Nous sponsorisons aussi des arbres de Noël dans le but de faire connaître les produits. Nous commercialisons aussi les produits dans les marchés pour les femmes qui sont dans le milieu rural. Nos clients sont les parents. Les parents, les enfants de 0 à 18 mois. Nos farines sont pour les enfants à partir de 6 à 18 mois. Notre plan financier. Nos produits par jour, nous commercialisons nos produits par jour. Ça nous fait par jour, ça nous fait 100 000 francs par mois, ça nous fait 2 millions. Par an, ça nous fait 24 millions.
sans financement. Avec le financement, nous allons tourner autour de 240 millions. Alors, votre temps est épuisé. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il y a une question. Oui. Vous pouvez lui donner le micro pour elle. Au niveau des prix, tu as parlé de 250 francs CFA, le paquet de 500, le paquet de 250 grammes. Est-ce que c'est concurrentiel sur le marché? Parce que au niveau des marchés, on vend également les 1000. Là-bas, on a le kilo, soit à 400 francs, bien soit à 600 francs le kilogramme. Est-ce que c'est un prix concurrentiel? Une question. D'accord. Déjà, quand vous allez dans les pharmacies ou dans les supermarchés, le prix des farines est assez élevé. Donc, nous, notre politique est axée sur la qualité et puis sur le coût. Vous n'allez pas trouver une farine qui possède d'innombrables vertus telles que les nôtres avec un prix en deçà de 500 francs. D'innombrables vertus. Quelles sont-elles et puis comment on fait pour savoir qu'il y a des vertus dans le produit? Ok. Dans nos farines sont testées déjà par Enval Côte d'Ivoire. Nos farines aussi sont testées par des nutritionnistes. Déjà, nos farines contiennent le soja. Le soja, il est bénéfique pour bébé parce qu'il aide le bébé à bien digérer. Ça rend le bébé assez fort. On a le zinc. Le zinc, vous connaissez le zinc. Vous savez que le zinc, ça solidifie les os. Donc, ça permet à bébé de bien grandir. On a également le miel. Vous savez que le miel développe l'intelligence de bébé, l'intelligence de tout un chacun. Parce que nos farines, tout le monde peut en prendre. Le soja fait perdre la masculinité des hommes. Ça baisse la testostérone. Je ne sais pas si ça... Bon, les enfants, les bébés n'ont pas ce problème-là parce qu'ils ne sont pas pubères. Mais est-ce que ça ne peut pas créer quelque chose de compliqué pour eux à long terme? Ce que je sais, c'est que le soja développe bébé. Ça permet à bébé de bien digérer. Ce que je sais. Moi, j'ai une question. Maintenant, concernant la testostérone de l'homme, là, je ne sais vraiment pas. Excusez-moi, il y a des choses dans les farines. Il y a quoi dans vos farines? Quand vous prenez une farine, par exemple, de mil ou de soja, vous avez dit maïs, elle est composée de quoi exactement? Il y a des mélanges que vous faites ou vous prenez juste le maïs que vous concassez? Qu'est-ce que vous faites? D'accord. Madame, si on prend la farine de maïs, la farine de maïs est agrémentée avec le miel et puis le moringa. Nous essayons de compresser tout ça dans la même farine. C'est-à-dire qu'on prend et le maïs, et le miel, et le moringa. D'accord. Donc, du coup, je comprends la question de la dame. En face de vous, vous avez des gens qui prennent le mil à 400 francs le kilo. Pourquoi je paierais 250 grammes à 500 francs, c'est ça? Parce que le mélange, je peux l'acheter? Nous, on a grandi avec la bouillie de mil qui n'est pas enrichie, mais voilà, vous voyez comment je suis en forme? Mais madame, on a préféré mettre un tout en un. D'accord. Pour que vous ayez, par exemple, plusieurs nutriments en même temps que d'avoir un seul juste pour vous développer. Une chose est sûre, c'est que par contre, dans votre présentation, ce n'est pas tout à fait une présentation, une stratégie... marketing déjà. Marketing déjà. D'accord. Ce n'est pas tout à fait ça. C'était un pitch bis de la dernière fois avec une version un petit peu plus améliorée. Après, vous dites des choses que je trouve un peu... bon, il faut faire quand même attention parce que le nutritionniste, ce n'est pas parce qu'un nutritionniste vous a dit... que vous travaillez avec un nutritionniste qu'il a la parole d'évangile. Il n'est pas un organe... un organisme de validation, de certification, c'est pas du tout ça. Moi, j'ai une question pour vous. Vous avez un bébé? Non, j'ai des neveux. Comment? J'ai des neveux. Neveux et nièces. Ils ont grandi avec la farine. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais malheureusement, votre présentation a été très décousue. Vous affirmez beaucoup de choses un peu gratuitement. D'accord? Et ça peut vous desservir. Parce que vous ne l'étayez avec rien de précis. Et ça, voilà, vos référentiels, pour peu qu'on gratte un peu, on va se rendre compte qu'en réalité, c'est loin d'être la vérité. On attendait une stratégie marketing. Et ce n'est pas ce qu'on a vu. OK? Très bien, merci.
Il y a des candidats qui ont de très beaux projets. D'ailleurs, la plupart des candidats ont de très très beaux projets, innovants, intéressants. Mais c'est la façon d'articuler le projet de façon à ce qu'il soit attrayant pour l'investisseur potentiel. C'est là où le challenge s'est trouvé. Et aussi, il y a eu de la confusion pour certains entre une stratégie marketing et un pitch bis. Les membres du jury vont à présent délibérer et décider de qui sont ceux qui partiront ce soir. Les délibérations sont achevées. Ils vont tous se retrouver dans la salle et découvrir leur destin. Il y a une structure quand on présente une stratégie marketing et communication. Il faut la suivre. On a 3 minutes, on est dans un concours, on l'a dit la dernière fois. Vous n'avez que 3 minutes pour convaincre un jury. Donc tout va se baser sur votre présentation et sur les chiffres clés que vous allez présenter. Donc il faut rester concentré et puis aller à l'essentiel. Ça y est, nous sommes au terme de ce challenge. Le second challenge de la 3e saison de Jeunes Mansa. Hein? Seul contre tous. Est-ce que vous avez été chacun de vous seul contre tous? Hein? Ça a été le cas? Seul contre tous? Ou bien vous avez soutenu sans poser de questions? C'est ça? Il ne faut pas mettre mal à l'aise votre ami, donc pas de questions. Membre du jury, 3 personnes, 3 jeunes Mansa porteurs de projets parmi vous qui quitteront donc forcément cette vie-là, hein, pour se donner la chance peut-être les années à venir, les saisons à venir, de revenir. Charles qui est président du jury, qui reste? Je vais laisser la parole à Laetitia. C'est Laetitia Ncho qui reste. Donc Innov Invest. Innov Invest. Ananseco, Eden Commodities, Ecoland, la maison de l'anacarde, Nando Texalab, Facodrop, Sakina Digital et Numipix. Malheureusement, 3 sont obligés de quitter la Villa Mansa aujourd'hui, à l'issue de cette autre étape. D'accord? Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qui fait qu'on ne reste pas? Je pense qu'il y a des parties à revoir au niveau de la présentation, surtout, et au niveau du plan marketing, certainement. Donc, je pense que je vais me préparer mieux et revenir pour la prochaine saison. D'accord. On reste fair play, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Juste derrière. Déjà, moi je tenais à dire merci à Dieu, merci aux membres du jury, à toutes ces personnes qui sont là, parce que pour moi c'est un exploit d'être là. Je vais m'améliorer plus puisqu'il y a eu beaucoup de failles. Je vais révisiter tout en fonction de ce qu'on me demande, et travailler. Et puis bon, je pense que la prochaine fois sera l'idéal. D'accord. La force d'un jeune Mansa, c'est de rester fair play, rester fort, même quand on semble avoir échoué quelque part. On se dit que l'échec fait partie des étapes pour grow up. Jeune Mansa. Ouais. C'est la fin du parcours pour vous. Jeunes Mansa, au-delà d'être une aventure, c'est une opportunité. Pour nous, jeunes entrepreneurs, on a pu recevoir des masterclass pour nous aider à mieux structurer nos différents projets, apprendre à leur grandir. Et puis au-delà de ça, j'ai rencontré de nouveaux entrepreneurs qui font partie maintenant d'une famille, donc j'ai tout gagné. Je reste convaincu que au-delà de cette aventure, certains des projets que vous portez finiront par se matérialiser. Il faut juste y croire et mettre la totalité de soi-même dans cette aventure. Dans ce seul contre tous, 3 entrepreneurs sont tombés au front. Les autres encore en lice vous donnent rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'aventure à la conquête du trône du jeune Mansa. La prochaine fois, il faut qu'ils arrivent vraiment à s'approprier leur projet, surtout qu'ils les maîtrisent du bout des doigts, pour que leur rendu soit un peu plus fluide. Storytelling, c'est-à-dire raconter une histoire, nous faire rêver. Nous faire tout de suite rentrer dans leur projet comme si c'était le nôtre. Pour ça, il faut qu'ils aient la capacité de créer cet engouement. Et donc, l'aspect oratoire sera important. La clarté dans le rendu sera importante. Et surtout, la façon dont
ils vont nous faire la démonstration qu'ils connaissent et maîtrisent leur projet, va être un élément déterminant. Merci à tous. C'est la fin de cette journée. On se retrouve très prochainement. Jeune Mensa 3e saison sur Live TV. Restez avec nous. Merci, au revoir. Il y a longtemps en Afrique, régnait l'homme le plus riche de tous les temps, Mansa Musa, le roi des rois. Mon peuple, une bien triste vision m'est apparue. J'ai vu notre grand empire s'éteindre et disparaître. J'ai tout vu des épreuves terribles que notre continent allait devoir surmonter. Mais ne perdez pas espoir, car j'ai aussi vu nos fils et nos filles se relever. Oui, je les ai vus redevenir maîtres de leur destin. J'ai vu notre potentiel grandir et grandir. J'ai vu les yeux du monde se tourner vers nous. J'ai vu de grands penseurs, hommes et femmes, travailler main dans la main pour redonner à ce continent toute sa grandeur. Alors oui, réjouissez-vous, car le jour viendra où ce symbole s'élèvera dans les airs. Et ce jour-là sonnera le grand retour des Mansa. Mansa Bank, forgé par nos racines, tourné vers l'avenir.